Nous allons maintenant ouvrir dans cet acte 3 une réflexion sur les nouveaux business models positifs avec deux patrons d'entreprise. On va évoquer comment résoudre cette équation pas forcément évidente entre le libéralisme et la gouvernance positive. On va parler de ces sociétés qui parviennent à inscrire le bien public dans leur business model. Je vous demande d'accueillir Denis Metzger, président directeur PDG de Checkers Capital, Alex Turkeltaub, PDG et cofondateur de Rome Analytics. Et la discussion sera pilotée par Arnaud Moureau, qui est vice-président d'Ashoka Global. Et c'est une structure qui accompagne justement les entrepreneurs sociaux dans le monde entier et qui insuffle cette culture du change making. Merci, bienvenue à tous. Arnaud, je vous passe le témoin. Merci, bonsoir à tous. Alors, on a une mission extrêmement complexe qui est de résoudre en 10 ou 15 minutes cette question assez simple des business models du futur. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés deux représentants, à la fois représentants, comme ça vient d'être dit, à la fois du monde du business, de l'Amérique du Nord pour ce qui concerne Alex, et puis Denis qui va nous parler à la fois de sa vision d'investisseur en France et en Europe. Et on va essayer ensemble, puisqu'on ne va pas pouvoir non plus travailler sur ce thème qui aurait pu prendre une journée à lui tout seul, on va essayer d'être assez simple et peut-être un petit peu réducteur, vous nous en excuserez, et essayer de sortir de ces 10 minutes avec à la fois une compréhension de qu'est-ce qui empêche aujourd'hui véritablement de réconcilier le social et le business. Force est de constater que sur cette question-là, en fonction de la région du monde dans laquelle on se trouve, on est soit schizophrène, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur économique d'un côté et éventuellement on devient philanthrope une fois qu'on a bien réussi, ou est-ce qu'on est véritablement capable effectivement de réconcilier la création de valeur économique et la création de valeur sociétale. En d'autres termes, est-ce qu'on est capable aujourd'hui ou peut-être demain de monétiser l'impact social? Donc c'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Et donc effectivement, la définition qu'on a choisi de prendre de ces nouveaux business models positifs, c'est effectivement ces business models qui permettent de combiner cette création de valeur économique et de valeur sociétale. Rapidement, j'aimerais demander à Alex, notre invité qui vient de loin, de rapidement se présenter en vraiment 15 ou 20 secondes, et puis ensuite de nous dire ce qui, d'après lui, est un business model économique, un business model positif. Alex, en préparant cette conversation, tu m'expliquais qu'aux États-Unis, finalement, les choses sont assez différentes parce qu'aujourd'hui, si on est une start-up aux États-Unis, on est obligé d'avoir une sorte de mission statement, d'avoir un projet de résoudre un problème sociétal d'envergure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Je vais parler anglais. Je pense que certains d'entre vous comprennent mon anglais. Je suis Alex Turkeltaub. Je suis PDG fondateur de Rome Analytics. Nous sommes basés à San Francisco et la technologie vient de l'université de Stanford. Alors, pour vous répondre à votre question, je pense que votre question est en deux temps. Si vous regardez la Silicon Valley, et là, je ne parle pas de grandes entreprises américaines, je parle de start-up. La réalité, c'est que le seul moyen pour une entreprise de lever des fonds, c'est de traiter d'un dysfonctionnement social qui existe dans l'économie américaine. Si vous regardez les sociétés qui lèvent beaucoup de fonds, ce sont les sociétés qui travaillent sur la santé comme nous, sur l'éducation, sur l'énergie, sur les efficacités sur le lieu de travail, etc. Et la raison, à mon avis, il y en a deux. D'abord, si vous regardez les capitaux risqueurs, ils savent que c'est aussi dur de créer une petite entreprise qu'une grosse entreprise. Et ils sont prêts à faire un gros chèque à une entreprise qui va réussir et ils veulent que la réussite soit extraordinaire. Et si vous voulez attirer des ingénieurs, ce qui est sans doute le plus gros défi aujourd'hui, et grâce au gouvernement américain, c'est en train de devenir de plus en plus difficile, il va falloir pouvoir les attirer avec des choses qui les font rêver parce que vous allez être en concurrence avec des gros comme Google, Amazon. Donc, il va falloir leur dire, nous allons régler tel ou tel problème. Et peut-être que c'est un petit peu enfantin, mais ça fait partie de la culture de la Silicon Valley. Ok, et donc vous devez faire un rapport sur l'impact créé à vos investisseurs? Non, non, non. C'est
Il faut que l'opportunité existe et elle existe si nous sommes en mesure de transformer cette partie de l'économie. Et notre pitch, c'est nous, les États-Unis, nous dépensons beaucoup d'argent sur la santé. C'est mal dépensé, les résultats sont mauvais. Pour que Rome réussisse, il va falloir que les choses changent et que l'argent soit investi différemment. Et l'une des choses dans laquelle nous sommes bons, nous, les Américains, je ne sais pas si vous êtes pareil en Europe, mais les Américains sont prêts à signer un gros chèque sur la base d'un PowerPoint. Et ils comprennent que s'ils ne vous donnent pas cet argent immédiatement, vous ne pourrez pas survivre pour traiter un gros problème tel que celui Denis, de la santé. En Europe et en France, les choses semblent relativement différentes. Quelle est votre expérience justement de ce milieu à la fois de l'investissement que vous connaissez extrêmement bien, et en préparant, vous me disiez que en fait on est clairement schizophrène, c'est-à-dire que quand on parle de business, on parle d'abord de business, éventuellement ce qu'on fait socialement à côté, c'est son affaire personnelle. Oui, ça fait 40 ans que j'essaie de réconcilier deux mondes, qui sont le monde de l'économie productive et le monde de l'action sociale. Et j'avoue que j'ai eu une vie extrêmement schizophrène, sans vraiment réussir à réconcilier les deux. C'était 40 ans de perdu. J'ai appris ce soir que j'aurais dû prendre un billet d'avion sur Palo Alto. Et là, d'un seul coup, la symbiose entre ces deux mondes aurait pu se faire. Il est vrai que les Français sont incroyablement généreux individuellement dans leurs dons, leur politique de dons. Il est vrai que l'État est extrêmement généreux, même si beaucoup le contestent, mais extrêmement généreux dans sa politique fiscale à l'égard du don. Nous sommes l'un des pays les plus généreux fiscalement dans la grâce faite aux dons des particuliers et des entreprises. Par contre, les entreprises, elles, sont figées dans une position égocentriste, dans une position autiste. Et il est très difficile dans le monde de l'entreprise de réconcilier cet impact social. Alors les grands groupes ont fait des efforts, la RSE est rentrée dans la direction de la communication, et il y a quand même de très beaux exemples dans des grands groupes qui ont réussi à intégrer un peu plus loin que dans le département de la communication le RSE. Mais de façon globale, c'est vrai que la frontière est extrêmement forte entre la responsabilité sociétale et la responsabilité d'un administrateur ou d'un dirigeant. La raison, je crois, elle est assez claire. C'est une question juridique, une question de droit. C'est vrai que l'objet social de nos entreprises fige un certain nombre de choses, ou l'interprétation de cet objet social fige les choses. C'est que très souvent, on entend dans les conseils d'administration, mais ce n'est pas dans l'objet social de donner de l'argent pour financer un puits en Afrique. Nous sommes une entreprise qui fabriquons des boulons, donc ce n'est pas dans les statuts. Et il y a un embarras dans les conseils d'administration dès lors que l'on parle de quelque chose d'autre que du bénéfice par action. Puisque les conseils d'administration se sont appropriés une notion extrêmement quantitative, c'est qu'il faut que les ventes du trimestre suivant augmentent. Il faut qu'il y ait moins d'actionnaires du travail. Mais on n'est pas du tout dans cette symbiose d'ouverture sur le monde. Et je crois que la deuxième raison, c'est une hostilité incroyable de l'environnement de l'entreprise vis-à-vis du chef d'entreprise. Il y a une hostilité du monde de la presse, il y a une hostilité des syndicats, il y a une hostilité du monde politique, il y a une hostilité de l'Église, il y a une hostilité de l'administration en général, des pouvoirs publics, de l'administration fiscale, de l'administration sociale. On considère que l'entrepreneur, s'il réussit, c'est probablement qu'il a des choses à se reprocher. Et donc cette hostilité ambiante a poussé les entrepreneurs à rester dans leur forteresse. Donc la question qu'il faudra se poser, c'est quelles sont les solutions pour réussir à faire sortir les entrepreneurs de leur forteresse et à avoir enfin, non pas deux économies parallèles, mais une seule économie qui est l'économie positive, l'économie d'impact.
Est-ce que ce qu'on commence à voir et à faire avec la finance carbone, typiquement, qui à un moment donné de à la fois valoriser, compter et puis créer un mécanisme finalement de compensation, les pollueurs-payeurs et puis ceux qui sont vertueux peuvent se refinancer. Est-ce qu'on peut imaginer que ce type d'approche puisse être demain une façon de créer justement cet incentive pour que dans la santé, dans l'éducation, dans d'autres secteurs d'activité, on ait justement à un moment donné, on aille au-delà de la création de valeur économique et du bas de bilan et qu'on aille véritablement sur la monétisation des externalités. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer chez nous ? C'est une très bonne idée. La réalisation est plus compliquée. C'est une très bonne idée puisque l'entrepreneur est friand de quantifier, est friand de comprendre quelle est sa mesure d'impact des mesures qu'il prend. La difficulté, c'est d'aller chiffrer et de monétariser de l'immatériel. Et donc, on risque d'être dans un jeu où les plus malins, c'est-à-dire pas forcément les plus honnêtes, auront un avantage. Et je pense que ce serait très très compliqué de globaliser et de faire une formule mathématique sur les externalités pour les mettre en termes d'euros. Alex, quand on est dans la santé, les externalités, on peut les comptabiliser, on peut les calculer. C'est d'ailleurs comme ça sans doute qu'on aide aussi des investisseurs à venir investir chez soi. Une recommandation peut-être pour le groupe de travail qui va suivre pour les 6 prochains mois. Quels sont finalement le point de blocage ou les points de blocage ou les opportunités qu'il faudrait qu'on creuse pour faire en sorte que demain, on puisse effectivement réaligner ces deux créations de valeur? Encore une fois, quand on parle de grandes entreprises qui essayent de saisir des opportunités économiques et avoir un impact social, aux États-Unis, on a les mêmes problèmes que chez vous. Les sociétés américaines ont toute une responsabilité sociale des entreprises et à 90%, c'est du pipeau. C'est simplement pour la galerie et pour attirer des employés et pour cocher la case. Par contre, pour les petites entreprises, elles ne peuvent réussir que dans les domaines qui ne seront pas explorés par les grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises vont, par exemple, tirer parti d'une situation et n'ont pas envie de traiter du problème à la base de telle ou telle situation. Si vous parlez de Uber, qui a été à la une des journaux ces derniers temps, ils ont eu beaucoup de problèmes, mais ils ont eu beaucoup de courage pour se battre contre les services gouvernementaux dans chacun des États des États-Unis. On était là avec un secteur qui était très réglementé et eux, ils se sont dit que notre mission, c'est de challenger les intérêts des sociétés de taxi et de faire les choses différemment. Et ils se sont battus avec chacun des États. Et Uber a eu la chance d'être extrêmement bien financé, ce qui leur a permis de rester en place pour régler le problème. Si vous n'êtes financé qu'avec 2 millions de dollars, vous n'avez pas le temps de voir comment vous pouvez avoir un impact sur des secteurs comme la santé, l'énergie, etc. Denis, même question sur quoi il faut qu'on bosse sur les 6 prochains mois. Je suis assez confiant. Je pense qu'il y a des solutions. On n'arrivera pas à changer le regard des syndicats, du monde politique ou de l'administration rapidement sur les entrepreneurs. Par contre, les entrepreneurs, eux, peuvent changer rapidement. Un entrepreneur, c'est par définition un acteur du changement. Il est payé, il est programmé pour être efficace lorsque des défis lui sont proposés. Et je pense qu'il faut simplement qu'il reçoive un certain nombre de signaux positifs et d'aide à ce changement. Je vois deux façons d'aider le chef d'entreprise. D'une part, de l'aider à travailler plus dans sa vision long terme. Et je pense qu'il faut travailler sur des systèmes d'incitation fiscale à l'investissement long. Un investissement long, aujourd'hui, c'est 2 ans, dit la loi fiscale. Je pense qu'il faut mettre des incitations fiscales sur les dividendes qui sont payés après avoir détenu des actions 10 ans. Simplement pour qu'un patrimoine individuel puisse s'investir en se disant, au bout de 10 ans, j'aurai droit à une défiscalisation à hauteur de l'inflation de mon rendement. Ce minoritaire qui rentre dans l'entreprise sera porteur d'une demande long terme et non pas court terme.
La deuxième solution sur laquelle on pourrait travailler, c'est la création, là ça passe par la loi, légiférer sur le statut d'un bénévolat local d'entreprise. Un exemple, si votre salarié vous propose d'aller travailler dans une action sociale dans le territoire, c'est-à-dire vraiment dans le territoire proche de l'entreprise, le chef d'entreprise pourrait, par exemple, laisser partir mettre à disposition son salarié à la cause locale en étant exonéré de charges patronales, par exemple. Donc c'est une incitation puisqu'il y aurait un système qui permettrait le bénévolat local incrusté dans le territoire. Un troisième exemple, une troisième réflexion qu'on pourrait mener, c'est la création d'une dotation d'engagement territorial. Ça existe dans d'autres pays, en particulier en Inde. J'ai découvert le miracle de cette loi qui a été passée en 2014, par lequel cette dotation d'engagement territorial oblige l'entreprise à investir localement 2% de son résultat avant impôt. Si elle ne le fait pas, et qu'elle considère que l'État est mieux capable qu'elle pour développer son territoire, elle le remet à l'État. Cette dotation, c'est une dotation d'une réserve qui est constituée sur 3 ans et qui permet de financer des actions locales. L'impact est incroyable parce que lorsqu'on est chef d'entreprise d'une quincaillerie à Briare, d'un seul coup, on est interpellé en disant « ça y est, j'ai 30 000 € chaque année à dépenser sur une action sociale ». Et c'est là que, en tant qu'entreprise, on se mobilise sur l'aide au handicap, sur la crèche qui est déficitaire, sur l'échec scolaire, sur le niveau ou l'aide à l'instituteur en CP qui se retrouve avec des immigrés qui ont du mal. Et donc, il faut prendre en charge ce problème de collectivité. C'est totalement transformant et c'est une des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Alors, bien sûr, il faut également passer par la loi, c'est difficile, mais je pense que nous sommes suffisamment nombreux et convaincus pour avoir une force de conviction, surtout dans un Parlement neuf et rénové qui est probablement à la recherche d'innovation. Donc, ce que j'ai compris, pour essayer de résumer et pour essayer de poser un petit peu le point de départ du groupe de travail qui va se mettre à plancher pour les 6 prochains mois, travailler à la fois sur le cadre juridique, un peu la contrainte, travailler sur une fiscalité incitative, travailler sur changer le mindset des investisseurs pour qu'effectivement ce temps long devienne la norme et qu'on ne soit pas simplement à des réflexions ultra court terme. Ça a été évoqué plus tôt. Et puis, ce qui était frappant dans votre témoignage, c'est aussi l'ancrage territorial très fort, être au plus près finalement des problématiques de son territoire. Et j'ajouterais, parce que c'est l'expérience qu'Ashoka a développée depuis quelques années maintenant avec pas mal de grands corporates, c'est de faire comprendre que s'occuper justement de son écosystème, c'est s'occuper de sa propre pérennité. Et certaines entreprises, notamment comme Danone, ont bien compris que si en gros leur écosystème allait mal, elles finiraient par aller mal. Et donc, si on veut développer des business models positifs, il s'agit aussi de prendre conscience de ça et de prendre soin à la fois de ces différentes parties prenantes, que ce soit ses collaborateurs, ses fournisseurs, l'environnement, etc. Donc évidemment, beaucoup de choses à voir. La chance qu'on a, c'est qu'on a 6 mois maintenant pour plancher là-dessus. Et comme j'imagine que tout ça a sans doute généré plein de questions et sans doute plein de frustrations, vous nous en excuserez, nous reviendrons vers vous avec les résultats de ces travaux dès que nous le pourrons. Merci beaucoup et à très bientôt.